Monsieur Obou. Bonjour. Vous êtes le président africain du monde. Que pensez-vous de la sanction de la CEDEAO contre le Mali? Oui, bonjour. Africains du Monde est une organisation qui défend les intérêts des Africains sur les 5 continents. Et Africains du Monde apporte son soutien, encore une fois, au peuple du Mali et au gouvernement de transition. Il y a 2 ans, la CEDEAO avait pris les sanctions contre le peuple du Mali et le gouvernement de l'époque. Nous avions à l'époque soutenu le peuple malien en disant qu'il ne fallait pas qu'il s'occupe de ces sanctions de la CEDEAO, qui ne sont en réalité que des, on va dire, des accompagnateurs des pays comme la France et des pays de l'OTAN et des pays américains pour puiser les richesses du Mali et faire en sorte que les pays du Golfe de Guinée soient des pays qui ont des richesses, mais en fait ces richesses deviennent virtuelles puisque ça ne leur appartient pas. Donc nous apportons notre soutien au peuple du Mali et demandons à tous les Africains aujourd'hui de se mettre en ordre de bataille et de descendre sur Bamako pour à la fois apporter leur expertise et leur contribution au peuple malien. Deuxièmement, nous disons que le gouvernement de transition doit prendre des mesures rapides pour à la fois la sécurité du Mali et pour les approvisionnements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en temps de guerre, aucune armée étrangère ne doit être sur le sol malien. Pourquoi? Parce qu'à tout moment, ces armées peuvent porter un coup fatal euh, à l'armée malienne et à la population malienne. On a déjà vu des avions qui ont bombardé un mariage, tuant des Maliens comme s'il ne s'agissait pas des êtres humains. Et deuxièmement, le gouvernement doit faire en sorte que ces mesures qu'ils prennent aujourd'hui puissent aussi être des mesures de sauvegarde pour tous les pays africains, pour que ce soit un exemple. Parce qu'on s'est bien rendu compte que la CEDEAO a toujours apporté, disons, son concours pour déstabiliser les pays de la sous-région qui sont censés coordonner, notamment depuis les années 90, Libéria, Sierra Leone, et puis bon, depuis les années 2000 en Côte d'Ivoire, en bloquant les comptes, accompagnés derrière par les banques françaises, la BCAO. Donc aujourd'hui, nous demandons à tous les Africains de faire route vers Bamako pour apporter à la fois leur soutien et faire en sorte que le Mali reste un état debout. Donc nous sommes à la disposition du gouvernement de transition pour leur apporter notre soutien en termes d'expertise et notre concours pour que le Mali reste debout. Donc tout Africain, Africain du monde, demande à tout Africain de se mettre debout et de faire en sorte que l'année 2022 soit une année de libération de tous les pays africains. Donc, je vous remercie, je vous souhaite encore une bonne année et je vous dis à très bientôt. Merci. Bonjour à tous et bienvenue au Goûter panafricain. Déjà, je suis très heureux de vous accueillir une nouvelle fois pour cette nouvelle année 2022. Et aujourd'hui, on va faire une rétrospective, on va faire le bilan de l'année précédente 2021 et on va parler du futur qui concerne du monde panafricain pour 2022. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir des très très bons invités ce soir. On a Ashen Sout. Comment tu vas, Ashen Sout? Oui, bonjour, je vous vois pas très bien, peut-être que on vous voit à moitié, mais merci beaucoup donc encore une fois donc de m'inviter donc sur Goûter panafricaine. Merci. Ok, tu nous vois pas très bien, nous on ne te voit pas, mais on entend très bien ta voix, donc c'est le principal. Ok. Il y a juste en haut qui nous fait coucou, c'est Aton. Comment tu vas, Aton? Toujours bien, moi je suis toujours content de participer à ces goûters panafricains et surtout ce partage qu'on puisse mettre qu'on met sur l'Afrique et surtout sur le panafricanisme et bien sûr sur le kémitisme tout le temps. Donc au TEP à tous. Merci à toi. Et juste en bas, il nous fait aussi coucou, c'est le président d'Africain du Monde, Thibaut Obo, qui nous a fait aussi une intervention au début de podcast. Comment tu vas, Thibaut? Je vais très très bien, merci beaucoup Thomas. Bonjour à tout le monde, bonjour à Gissout, bonjour Aton.
hâtons. Et en tout cas, cette année, bon, disons, elle commence un peu comme l'année dernière, mais dans tous les cas, on a la forme et on continue le combat qui nous est livré depuis des siècles. Nous le continuons. Parfait, parfait. Bah, on va suivre un petit peu le chemin du combat en parlant bah, parce que là, on est au mois de janvier, on vient de démarrer l'année 2022. Et je trouvais que c'était intéressant qu'on fasse un bilan déjà de 2021 et ensuite qu'on bascule sur l'avenir, sur 2022, ce que vous en pensez. Donc déjà, un petit tour de table sur l'année 2021 concernant l'Afrique et aussi notamment la diaspora et le panafricanisme. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je te laisse la parole en premier, Hachem Sout, sur ton avis sur 2021 et ensuite on bascule sur les autres. Oui, que dire, hein, il y a tellement de choses à dire, hein. On pourrait dire que l'on commence du point de vue de la santé, hein, c'est-à-dire de faire une sorte de panorama sur comment est-ce que va le monde du point de vue de leur corps et ensuite parler au niveau psychique. Globalement, ce que je peux en retenir donc de 2021, c'est qu'il y a une soumission, hein. On a le sentiment aujourd'hui que les peuples sont à terre et que la conscience donc qui a permis autrefois de pouvoir dire non à la tyrannie, aujourd'hui elle a l'air complètement bâillonnée. Il y a une sorte on va dire, de mouvement assez négatif, hein, qui me semble pas augurer quelque chose de bon, où on a réussi à mettre le peuple à terre, hein. Donc je commence par ça. Tu penses pour toi que le peuple, quand tu dis le peuple, c'est-à-dire le peuple panafricain, africain, noir, tu penses qu'il est soumis? C'est C'est pas ton le état peuple. des mieux? Alors, dire que le peuple soumis, bon, ça est toujours. On revient un peu sur le fait que le peuple, alors après, il faut savoir qu'est-ce qu'on entend et qu'est-ce qu'on met derrière ce terme-là, mais dire qu'il a été soumis, c'est aussi une question de savoir que on a toujours été dans le mouvement où on voulait se mettre debout. Et là, on a l'impression que l'attitude, donc comme vous venez de le dire et comme tu viens de le dire, d'être soumis, d'être à terre, qui était spécifique au peuple afro-américain, afro-antillais, africain, etc., se généralise. Ok, je voulais avoir la parole de Thibaut sur ça et aussi qu'est-ce que tu en as pensé un peu de l'année 2021? Donc, merci Thomas. Encore une fois, bonne année à tous, hein. Bonne année. 2021 a été une année difficile du point de vue des libertés, difficile du point de vue aussi de la santé, mais il y a eu, on va dire, une réaction, je dirais pas naturelle, mais une réaction en fait on va dire, de résistance par rapport à la santé. Là, ici, je parle du Covid, parce que ça a été annoncé un peu partout par l'OMS que le Covid allait décimer un peu le monde africain, le monde noir en général, parce que, étant donné qu'ils n'ont pas, en termes de santé publique, ils n'ont pas les hôpitaux, ils n'ont pas les moyens nécessaires pour pouvoir faire face, ça aurait été une hécatombe. Et heureusement, on se rend compte que ce n'est pas une hécatombe, que les gens ont pu vraiment résister et que le taux de mortalité par rapport au Covid est légèrement, pratiquement inférieur à tous les autres pays du monde. Si on prend le cas de l'Afrique, quand on prend le cas de l'Amérique, hein, quand je dis Amérique, Antilles, Martinique et tous les autres pays de l'Amérique. Je n'aime pas utiliser le mot Caraïbes parce qu'en fait, on s'est laissé un peu avoir avec le mot Caraïbes parce que on s'est laissé nommer par les Espagnols comme étant des cannibales. Caraïbes, c'est ce que ça veut dire en espagnol. En fait, moi, je préfère dire des Africains de l'Amérique. Okay. Et ces Africains d'Amérique ont résisté. Donc le taux de mortalité il est pratiquement très faible. Et deuxièmement, ils ont résisté de façon physique et réelle aux lois et aux directives qui ont été prises par Macron et par son Premier ministre. On a vu que la Martinique et la Guadeloupe ont été les seuls, on va dire les seuls départements qui ont de façon réelle dit non à cet état sanitaire, à cet état de bâillon, comme le disait
Adjessou tout à l'heure. Et on voit que quelque part, les gens sont encore debout. 2021, on a quand même quelques nouvelles intéressantes, c'est-à-dire qu'on a eu la libération du président Laurent Gbagbo de la Cour pénale internationale, même si c'est une cour que j'apprécie pas beaucoup parce que c'est une cour qui, à la base, est censée maintenir en prison tous les chefs d'État qui s'opposent aux intérêts américains, français, en fait aux intérêts un peu de l'Occident. Ils vont tous à la CPI. Dans le temps, au 15e, au 17e, 18e siècle, ils allaient en bagne, c'est-à-dire qu'ils allaient en Nouvelle-Calédonie, ils allaient au Gabon, ils allaient à la Guyane. Aujourd'hui, c'est la CPI qui remplace un peu la bagne d'antan. Ceci étant, il est sorti. Et avant lui, il y avait aussi Bemba qui est sorti de la CPI. Donc, ça peut être, disons, une bonne nouvelle déjà pour sa propre famille, et puis une bonne nouvelle aussi pour ceux qui se sont battus pour que effectivement ils sortent de prison. Mais on est toujours encore dans le couloir, hein, dans le couloir de la bataille, pour qu'effectivement les richesses et les intérêts, et surtout la vie des Africains et des Noirs dans le monde soient vraiment respectés. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que pendant qu'on fait cette vidéo, nous avons nos frères qui meurent en Espagne, en Italie et même en France, hein, Porte de la Chapelle et tout ça. Ils agonisent un peu partout dans le monde. Hein. Donc, il va falloir qu'on fasse face à cette situation. Et puis, malheureusement, on a aussi l'Éthiopie qui est déchirée depuis l'année dernière, qui connaît une situation de guerre civile soutenue par les Américains, en passant par l'Égypte, où ils essayaient de mettre fin à leur opération de barrage. Il y a un barrage qui est en place en Éthiopie pour essayer de à la fois électrifier la ville et puis donner un peu en fait du mouvement au pays. Et les Égyptiens n'en veulent pas du tout. L'Égypte actuelle, hein, l'Égypte arabe, n'en veut pas du tout. Et derrière l'Égypte, en fait, on a les États-Unis qui, eux, poussent l'Égypte à refuser ce barrage. D'où le conflit qu'on a aujourd'hui en Éthiopie qui décime des populations et aussi le conflit qu'on a aussi au Soudan divisé en trois. Et donc c'est un peu malheureux tout ça. Donc il va falloir faire face, trouver des solutions pour que 2022 nous apporte autre chose que ce qu'on a toujours un peu vécu. Alors, d'un côté, j'ai Hachem Stout qui parlait de soumission. J'ai ensuite Thibaut qui nous fait un état des lieux avec beaucoup de conflits, encore une fois. Et je vais donner pour le dernier tour de table la parole à Aton sur son bilan à lui sur 2021. Qu'est-ce que tu en as Ouais, moi, pensé? il y a plein de choses qui se sont passées en Afrique, mais je vais retenir. Moi, j'ai toujours, on va toujours se concentrer sur le positif. Et c'est vrai que sur le positif, moi, je me concentrerai plus sur le Mali. Euh, et avec le front, la mort du président Idriss Déby, tué par exemple sur le front, mais qui a remis à la place Assimi Goïta, qui est un homme de fer au Mali et on pourra en parler, hein, qui a mis une certaine mouvance sur le panafricanisme dans toute la zone sahélo-sahélienne. Et on l'espère que 2022 prendra forme et que des gens arriveront à se réveiller sur l'état on va dire, moribond de l'Afrique aujourd'hui. Ok, Voilà. vas-y, je te laisse continuer. Et après, Ouais. j'allais rebondir sur ce que tu allais dire. Et puis, bien sûr, la libération de Laurent Gbagbo, quoi. On est toujours content de voir ça, mais on est assez surpris de voir que la Côte d'Ivoire est toujours très à cheval sur la très vallée de la France dans ce pays-là, quoi. On est toujours assez surpris, même si les résultats économiques sont présents, mais indirectement, l'autonomie du pays n'y est plus, quoi. Donc, on pourrait parler de ça un petit peu longtemps sur qu'est-ce qu'on veut vraiment en Afrique, quoi. Est-ce qu'on veut toujours être les laquais de la France ou être vraiment autonome? Puis, bien sûr, il y a la dernière actualité qui me parle, moi, c'est ce qui se passe au Tigré en Éthiopie et qui a été quelque chose de très frappant, quoi. C'est très bien que tu t'en parles parce que ça bascule sur ma question numéro 2 où si on partait un peu plus sur 2022, sur les avancées de l'Afrique et du monde panafricaniste, est-ce que pour vous, l'Afrique avancerait en... Est-ce que, alors, je vais tourner ma phrase d'une autre manière, est-ce que pour vous,
L'avancement de l'Afrique, ça serait de s'ouvrir aux autres, donc d'être toujours un petit peu en relation avec l'Europe, etc., hein, un petit peu avec toujours sous le joug de la France et des autres pays, ou au contraire, ça c'est plutôt une vision plus panafricaine de plutôt de se concentrer sur elle-même pour avancer. Quel serait pour vous votre, euh, votre choix entre les deux, Hachem Soud? Alors, bon, moi j'ai entendu un certain nombre de choses, hein. C'est vrai que à la fois, donc, Adam et moi-même, on peut être aussi tenté de faire référence à ce qui se passe en Guadeloupe et en Martinique, hein, et puis dans d'autres îles de proximité. Et là, tu nous poses une question qui est beaucoup plus intéressante puisqu'elle est inclusive et qu'elle parle donc d'un continent, et on a tout de suite embrayé 2021, à la fin de l'année Après, 2021. je parle du continent, mais aussi, ça peut être aussi de la diaspora aussi. On a vu les Oui, Caraïbes qui se révoltent un petit peu. Bah, par exemple, enfin, Caraïbes, je sais que Thibaut n'aime pas ce mot, mais on a vu la Guadeloupe qui a fait des manifestations, etc. Est-ce que peut-être aussi même la Guadeloupe pourrait se concentrer sur elle-même? Enfin, tout le monde, le monde afro, quoi. oui. Bon, ce qui est intéressant, c'est que, alors là où je voulais en venir, c'est de dire que on appartient donc à une société qui met en avant des valeurs soi-disant fortes à l'international. Et il y a deux événements en 2021 qui nous prouvent que, en tant que diaspora, on a eu raison de réagir. On a eu raison de réagir, hein, selon que l'on se place donc du côté du manche ou qu'on se place du côté de la cognée. Donc là, il y a une chose qui me paraît assez intéressante, c'est ce qui s'est passé à Montpellier. C'est-à-dire que en octobre, du 8 octobre 2021, il s'est passé donc un rassemblement qui a réuni donc la société civile de la diaspora africaine, essentiellement autour donc du président de la République, qui a fait valoir effectivement un certain nombre de propositions pour une nouvelle relation entre l'Afrique et la France. On pourrait même dire non pas la France-Afrique, mais l'Afrique-France, hein. Sauf que derrière ce discours-là, on est en droit de s'interroger. Et on s'est interrogé pour un certain nombre de personnes issues de la diaspora, à savoir qu'est-ce que ce discours donc, de ce président-là voulait dire. Puisque, comme vous le savez, avant le octobre, il y a eu une autre manifestation qui ne réunissait pas les personnes issues de la société civile, mais plutôt les représentants, on va dire, de la grande industrie française qui souhaite effectivement investir en Afrique. Et ça a eu lieu en mai 2021. Hein, c'était donc des dirigeants africains et européens du G7 et du G20, hein, et des institutions internationales qui ont été sur des thématiques avec des engagements assez forts, comme s'il ne se passait rien en Afrique et que ce qui se passe au Mali, comme on vient d'en faire référence, ça n'avait pas d'importance. Ils ont remis le couvercle en octobre comme une sorte de simulacre d'adhésion, en convoquant une jeunesse africaine sur des thématiques qui étaient entérinées bien avant. Et nous, aujourd'hui, en 2022, janvier 2022, on se pose la question, est-ce qu'on a encore été, une fois encore, dupe d'une certaine soupe qui aurait été préparée dans une grosse marmite pour lesquelles les chefs d'État, hein, français essentiellement, rallient les Européens à des idées et les Américains à leurs idées qui a toujours été, on ne sort pas de là. On ne sort pas des grandes idées de la relation africaine en 2020, fin 2021 et fin 2022. Ce Donc que je alors, suis en train de dire, ouais. c'est est-ce qu'on est toujours dans le simulacre? Mais Est-ce qu'on est là, toujours... pour revenir à la question, pour toi, s'il faudrait faire une avancée, ça serait de s'ouvrir ou au contraire de rester entre soi dans le monde panafricain, si tu devrais Alors, choisir. alors Pour revenir c'est juste à vrai la que question. c'est une constante, hein, mais je suis assez intéressée par ces questions-là parce que c'est une façon d'avancer. Je crois qu'on ne l'a pas abordé ici aujourd'hui, hein, en janvier, hein, le 13 janvier 2022, on l'avait déjà un petit peu abordé en 2021. C'est-à-dire comment est-ce que nous, on se positionne ici et maintenant par rapport à comment les autres
personnes qui ne sont pas forcément issues de la diaspora, eux, se positionnent par rapport à l'Afrique. Ils sont toujours dans la continuité. D'accord ? La dernière fois, j'ai parlé de désengagement. Et pour moi, le désengagement, est-ce qu'elle est révolutionnaire parce qu'elle s'appuie sur ce qu'on appellerait des ruptures constantes? Parce qu'on a du mal, au travers de ta question, on est en train de s'interroger sur comment les informations qui nous parviennent, et on est là pour pouvoir travailler là-dessus, hein, et je vois qu'on a beaucoup de mal, puisque bon, c'est notre vocation, hein, on veut s'interroger globalement en France, dans la diaspora et européen, sur des questions qui nous concernent entre la France, l'Europe et l'Afrique. Donc, de manière plus individualisée, et c'est bien que tu m'interroges là-dessus, qu'est-ce que je peux en dire sur un rapprochement entre la France et la diaspora? La question, c'est est-ce qu'on est assez mature au niveau de la réflexion pour pouvoir influencer nos gouvernements? C'est ça la vraie question. Je vais laisser la parole à Thibaut, savoir lui ce qu'il en pense. Je vais revenir un peu quand même à 2021 parce qu'effectivement, comme l'a dit Aton, il y a beaucoup de soldats qui sont partis effectivement en 2021. Là, ici, je fais référence à Kourouziza du Burundi, qui a fait un effort pour amener son pays à un certain niveau de sécurité. Ce qu'on oublie souvent, mais en fait, quand les Africains parlent en général, ils oublient un peu la notion de sécurité, c'est-à-dire la notion de se protéger, de s'armer pour pouvoir se défendre par rapport à sa population et à ses intérêts. Il a réussi à faire ça, mais malheureusement, il a été dégommé en plein vol par des empoisonnements. On a aussi un autre qui a bien réussi, c'est John Magufuli, qui a réussi en 5 ans à mettre son pays à un haut niveau. C'est le seul pays pratiquement pendant les 5 ans où il était là. Il n'a pas fait de prêt au Fonds monétaire international. Rappelle-nous, c'est quel pays? John Magufuli. De quel pays? Magufuli, je pense que ça doit être le pays m'échappe un peu, mais si ça vient, je on le trouvera. En tout cas, c'est un pays du sud, okay. Vers l'Afrique du Sud. Je crois que ça doit être Namibie ou un truc comme ça. Voilà, donc c'est le seul président qui n'a jamais, qui n'a pratiquement pas voyagé. Il est resté chez lui. Il a travaillé avec les gens de chez lui et il a refait le pays. Le pays est en pleine marche, mais malheureusement, des problèmes on va dire, d'empoisonnement aussi, l'a emporté. Donc ça veut dire peut-être qu'on avance mieux quand on reste chez soi, sans s'ouvrir en fait. Ben, en fait, je vais répondre à ta question après. Je vais répondre à cette question, mais je vais juste finir avec Jerry Rawlings, qui était un militaire, n'était plus au pouvoir. Il a réussi à remettre en place le Ghana. Pendant un certain temps, il y a eu, après une réorganisation, un État en marche, des structures qui fonctionnent. Et puis là, récemment, il est parti. Il est parti. Bon, il y a eu aussi Idriss Déby, qui est parti, mais lui, disons, c'est un soldat rebelle à ses maîtres. C'est-à-dire que c'est un soldat français qui, vers la fin, il jouait aussi un peu des cartes. Un peu oui, un peu non. Et puis bon, ils l'ont dégommé au front par un tireur d'élite. Et donc, il est parti. Maintenant, Thomas, pour répondre à ta question, c'est-à-dire que souvent, on pose souvent la question aux Africains de savoir est-ce qu'ils vont s'ouvrir et en s'ouvrant aux autres, est-ce qu'ils ont une possibilité d'aller très vite ou de s'améliorer. Mais cette question, il va falloir qu'on la traite vraiment de façon profonde. Pourquoi? Nous sommes les seuls peuples à être ouverts au monde. On s'est ouvert sur les 5 continents. On a fait les autres. On a accepté tout le monde. Mais nous sommes les seuls peuples aujourd'hui à être malmenés par ceux à qui on avait ouvert nos portes. Nous sommes les seuls peuples aujourd'hui où il n'y a pas eu de justice, il n'y a pas eu de réparation. Donc comment, sans réparation, on peut parler d'ouverture? C'est pas possible. Pour qu'il y ait ouverture, il faut d'abord qu'il y ait réparation. Une fois qu'il y a réparation, il faut maintenant qu'il y ait organisation. Une fois que les gens se sont bien organisés, on verra ce qu'on peut faire avec
ceux qui veulent bien collaborer avec nous, travailler ensemble et avancer. Parce que le problème qu'on a aussi, c'est que sur les 5 continents, on a nos populations qui sont dans ces pays qui oppriment, qui agressent et qui prennent nos richesses. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'a pas récupéré nos richesses, on n'a pas récupéré nos populations, il ne peut pas y avoir d'ouverture. C'est du bon sens, c'est de la logique. On ne peut pas s'ouvrir avec quelqu'un qui vous a tout pris sans contrepartie. On ne peut pas s'ouvrir avec quelqu'un qui a inversé vos façons de penser, qui a inversé vos modes. En fait, tout a été inversé. Donc, celui qui doit s'ouvrir, mais c'est celui qui a tout inversé. C'est celui qui prend les richesses. C'est celui qui a tout, on va dire, qui a tout maquillé, qui ne vit que sur du mensonge, sur de la communication. Il n'y a pas d'éléments matériels, on va dire, objectifs. Tout est sur du mensonge. Donc, on ne peut pas demander aux Africains et à leurs descendants d'être ouverts, c'est pas possible. Il faut déjà passer par la case de la réparation. C'est-à-dire qu'on doit d'abord se sécuriser. Le souci que l'Africain doit avoir partout où il est, individuel comme collectif, c'est le souci de la sécurité. Nous sommes les seuls peuples où on ne parle jamais d'armement. On est là, on dit non, on n'est pas armé, on n'est pas assez puissant. Mais l'armement, c'est dans la tête que ça se passe. C'est pas forcément, c'est dans la tête. C'est la tête qui conçoit et c'est la tête qui met en place. Donc, nous, vu notre passé, vu les trous que tous ces belligérants ont laissés, on ne peut pas on peut pas se dire on ouvert. C'est même pas une question de fermer. C'est une question de dire tiens, on arrête l'hémorragie, on travaille et on avance. On cicatrise. On cicatrise. On travaille, on avance. On ne peut pas s'ouvrir, c'est pas possible. Donc on doit éduquer nos populations, nos enfants, à comprendre que tant qu'il n'y a pas eu réparation, tant qu'on ne s'est pas réorganisé, il n'est même pas question de parler d'ouverture. C'est pas possible. A-t-on, toi, ton avis? Bah, moi, je suis entièrement d'accord. Moi, je l'ai toujours dit. Il faut faire la défense de l'Afrique, la défense de tous les Africains. Il nous faut nos armes, nos armements. Nos armements, ça doit être d'abord, comme le dit, comme on est en train de le dire, ça doit être dans la tête d'abord. Il nous faut nous armer. On est avec des gens violents, des gens qui nous veulent du mal. Ils ne sont jamais venus chez nous en nous disant on vous aime. C'est pas vrai, ils nous ont imposé des religions, le christianisme, ils nous ont imposé les religions telles que les religions musulmanes. C'est pas fait pour rendre l'Africain plus intelligent, voire plus en osmose avec lui-même. Il nous faut nous protéger. C'est la base. On ne pourra jamais avancer sans nous protéger. Donc, pour ça, pour répondre à ta question, bien évidemment, il faut qu'on se voit entre nous, qu'on se connaisse mieux entre nous. Je trouve qu'on connaît très très peu les terres africaines et c'est vraiment dommage. Il nous faut vraiment se connecter mieux, plus que Marcus Garvey, pour être plus fort et pour avoir notre armée tout simplement, quoi. Il nous faut notre armée africaine et avec ça on y arrivera. Les gens d'aujourd'hui ne respectent que le puissant. On est avec des gens qui sont ultra violents, qui respectent que la force. On ne peut plus y aller avec la fleur au fusil en disant qu'on vous aime, c'est pas vrai. Il nous faut de la force. Et pour ça, écoutez, il nous faut une armée, il nous faut des militaires, il nous faut des gens réfléchis, il nous faut des intellectuels et surtout un peuple armé intellectuellement qui est à la conquête. Je suis entièrement d'accord avec Thibaut. Tout ce qu'il a dit, c'est juste et il n'y a rien à redire. Il faut qu'on soit plus armé et parce que sinon on l'a bien vu au Mali, hein, si le Mali résiste, c'est parce que c'est des militaires qui sont là. Avant ça, au Burkina Faso, il y avait Thomas Sankara. Donc c'est d'abord le militaire qui résout et ensuite le civil qui met les choses au pas et qui arrive à mettre les choses pour que la société fonctionne. Mais il nous faut des armes, il nous faut des armes de destruction massive, il nous faut que nos militaires soient bien formés intellectuellement, qu'ils protègent d'abord leur population, qu'on s'aime en priorité et surtout qu'on attaque. Ensuite, puisque l'ennemi ne fait pas de cadeaux dehors. Que ce soit les Chinois, que ce soit les Blancs, que ce soit les Occidentaux,
ça soit ça pourrait être les Papouasie-Nouvelle-Guinée, ça serait la même. Donc il nous faut qu'on se protège. Une protection. Voilà. Alors, bon, je m'empare donc de la parole pour rappeler, pour revenir sur cette idée qu'il faut avoir son armée. Moi, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est quand même, il faut faire un constat, il y a quand même eu pas mal de militaires actuellement qui ont renversé des chefs d'État qui, entre guillemets, ont été portés au pouvoir de manière démocratique. D'accord ? Le scrutin, le résultat du scrutin a prouvé par les urnes que quelque chose à l'occidental a fonctionné. Si on regarde ce qui se passe actuellement en Guinée-Conakry, on est quand même sur un général ou un commandant qui s'appelle Mamadi Doumbouya, qui est à l'origine d'un coup d'État le 5 décembre. Alpha Condé n'est, à mon avis, défendu par aucune instance internationale. On a parlé du Mali. L'arrivée au pouvoir de Assimi Goïta a été portée exactement par des militaires. On a fait tout à l'heure référence au Tchad. Il y a quand même une armée. Idriss Déby, il y avait une élection donc, qui était prévue en 2021, donc le 11 avril 2021. Idriss Déby avait remporté les élections. Sauf qu'il y a un parti d'opposition rebelle soutenu par des rebelles et armé par l'Occident, le Front pour l'alternance et la concorde du Tchad, qui ont lancé une offensive, on va dire une espèce de guet-apens, et qui ont entraîné, puisque Idriss Déby est quand même un militaire, dans une sorte de lieu où Idriss Déby a trouvé la mort, le 20 avril 2021, je le rappelle. Qui a été porté à la suite donc, de ça, c'est son fils, qui a été donc Mahamat Déby, a été porté au pouvoir, porté au pouvoir. Il a été institué une période de transition qui a été occupée, qui est encore occupée par le fils donc d'Idriss Déby. Qu'est-ce qu'on observe? C'est que la communauté internationale, et notamment la CEDEAO, ne va pas tirer les coups dans la tête de ces gens-là. Je veux dire par là que la tête qui dépasse actuellement, pour eux, c'est uniquement celle du général Assimi Goïta. On est en droit de s'interroger donc sur ce média. Pourquoi? Ce qui se passe aujourd'hui, les sanctions qui ont été portées par le Mali il y a 2 jours, pour moi, c'est comme si la CEDEAO et la communauté internationale organisent pour la première fois par des Africains la famine sous les yeux du monde entier. On a vu dans les années 70 ce qu'on appelle aujourd'hui le Nigeria, qui était autrefois le Biafra. Dans les années 70, c'était intolérable. Va-t-on encore laisser la communauté internationale désigner un militaire qui est le soutien de la population avec la CEDEAO, les Occidentaux avec la CEDEAO, affamer la population, sans rien dire. Parce que ce militaire-là se situe à l'axe de la Mauritanie, de l'Algérie, du Niger. Ce n'est pas pour rien. Il faut savoir que la partition du Mali, si effectivement le Mali et Assimi Goïta a très bien compris, si le Mali organise dans les conditions actuelles où il y a des sécessionnistes dans le nord, donc dans cette partie qui autrefois était occupée par les djihadistes et qui devait être défendue par la France, qui aujourd'hui veulent faire une partition de l'Afrique. D'ailleurs, on aura l'occasion de revenir sur les héritiers de Berlin. Comment est-ce qu'on balkanise l'Afrique aujourd'hui pour des intérêts qui ne sont pas les intérêts africains, mais les intérêts des Occidentaux. Aujourd'hui, si si Assimi Goïta laisse organiser des élections, il sait très bien comment ça va se terminer. Il y aura 2 Mali. Et la partie nord du Mali sera essentiellement hors de contrôle de la population. Alors, je voulais... Oui. Ouais,
Bah, il n'y a pas de problème. Bah, tu parles du Mali, je voulais rebondir bah, sur cette situation, ce que vous en pensez, vu que c'est d'actualité, là, ça se fait pendant le mois de janvier, il y a la CEDEAO qui veut imposer des sanctions au Mali. Thibaut, tu as fait une intervention sur ça, je voulais avoir ton avis sur cette situation, ce qui passe, et voilà, ton avis en Ok, tant que président d'Africains du Monde. africain du monde. En tout cas, remercie Thomas. Mais je vais juste donner le pays là, de John Magufuli, c'est la Tanzanie. Ok, La Tanzanie, tout à l'heure je parlais de John ouais, ouais. Magufuli, c'est la Tanzanie. Donc quelqu'un qui a vraiment réussi à mettre en 5 ans un pays debout comme Thomas Sankara l'avait fait, mais en 3 ans. Lui par contre. En ce qui concerne maintenant Assimi Goïta et le Mali, le Mali fait face aujourd'hui. Alors juste avant qu'on démarre, est-ce que tu pourrais résumer en quelques mots cette situation pour une personne qui vient d'atterrir sur le podcast et qui connaît pas trop la situation qui se passe actuellement au Mali? Est-ce que tu pourrais la résumer et ensuite D'accord. dire Je vais la résumer, mais pour que les gens comprennent bien, ouais, je vais l'imager. voilà, Par parfaitement. exemple, je vais l'imager. Ce qui se passe au Mali, c'est qu'il y a eu une succession, en fait, on va dire, de soulèvements, de coups d'État, et puis l'ancien président Modibo Keïta, qui était au Mali, avait tourné le dos à la France en créant sa propre monnaie, en créant son organisation et en faisant en sorte que le Sénégal et le Mali deviennent une fédération. À cette fédération, la France a tout fait pour que le Sénégal sorte de la fédération et qu'il y ait 2 États. Donc le Sénégal ayant été pratiquement créé par la France, sont sortis de la fédération. Et puis Modibo Keïta, il a été pris, emprisonné, il est mort en prison. Et Oh. depuis, mort en prison. Et puis, le Mali est rentré dans le franc CFA. Et depuis, on a eu des Moussa Traoré, des présidents un peu d'opérette qui étaient là pour protéger et transférer toute la richesse du Mali vers la France. Et donc, à chaque fois que, à un moment ou à un autre, il y a un des éléments qui réchigne un peu, comme l'a fait Idriss Déby. De temps en temps, il joue un peu, on le dégomme, on fait venir un autre. Et là, récemment, on a des jeunes militaires qui sont formés en Russie, qui ont compris un peu l'intérêt de faire en sorte que le Mali existe. Parce que historiquement, le Mali, c'est un grand pays en fait. C'est là-bas où est sortie la charte des droits humains, le Constitution en 1235. C'est-à-dire que quand on parle ici des parlements, démocratie, ça sort de là-bas, avec des parlements, avec deux institutions, avec aussi la primauté à la femme qui a le dernier mot. C'est là-bas où on a eu les premières universités, les universités des Sankoré, les universités de, on appelle ça, cette ville-là m'échappe un peu, mais un peu. De Tombouctou, non? Ça n'a rien à voir avec ça? De Tombouctou, non? Ouais, Tombouctou. Donc, on a vraiment, c'est un grand pays avec beaucoup de richesses culturelles, beaucoup de richesses sous la terre. C'est le deuxième pays producteur d'or au monde, attention. Ok. Le deuxième pays producteur d'or au monde. Et pétrole. Ils sont d'uranium. Donc, en fait, le Mali, c'est un peu le cas, pour revenir en Amérique, le cas du Panama. C'est-à-dire que Panama a été créé de toutes pièces par les Américains pour que les Américains aient accès, en fait, au canal de Panama. Donc, ils ont créé un État avec des Colombiens, on va dire, qui vivaient aux États-Unis, qui travaillaient dans les grandes entreprises américaines. On a essayé de les façonner pour qu'ils demandent une revendication et qu'on les soutienne et qu'ils créent un État. Et une fois que l'État de Panama a été créé, les Américains en ont profité pour avoir le canal de façon gratuite. Pour revenir au Mali, ça veut dire quoi? Le Mali, c'était une place forte, en gros. Comment? Le Mali, en gros, en t'écoutant, c'est une place forte, vraiment une place stratégique Oui, où il y a des intérêts, quoi. Oui, c'est ça, c'est les intérêts. Donc, les Français
voyant qu'en ce moment, au niveau de l'uranium du Niger, ça fait plus de 40 ans qu'ils exploitent l'uranium du Niger, et ça commence à finir. Donc, il leur faut exploiter d'autres gisements d'uranium qui se trouvent juste à côté au Mali. Et pour pouvoir l'exploiter, il faut créer un pays. Donc, il faut couper le Mali en deux pour créer un système de l'Azawad, comme au Panama. Il y a beaucoup de pays comme ça qui ont été créés, mais de façon fictive. Ce n'est pas des pays réels, c'est des pays sous intérêt. Après, on met des drapeaux et ça, avec le temps, ça devient. On prend coutume de les appeler des pays, mais en fait, ce n'est pas des pays. C'est ce que vit en ce moment le Mali. Donc, les jeunes militaires ont compris que si le Mali devait être debout et exister, il fallait effectivement sortir de leur rang tous ceux qui étaient contre l'intérêt national. Ce qui fait qu'il y a eu plusieurs coups d'État dans le coup d'État pour essayer de sortir ceux qui étaient des pro-français qui étaient chargés de convoyer les richesses du Mali vers la France. Donc en ce moment, il y a la CEDEAO. La CEDEAO, c'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui est censée faire de l'économie, c'est-à-dire des échanges entre les pays. Mais depuis pratiquement 90, la CEDEAO est devenue l'arme de l'Amérique, de l'Union européenne et de la France pour pouvoir mettre à genoux certains pays de l'Afrique de l'Ouest qui sortent un peu du giron et qui veulent s'autonomiser. Donc, ils ont créé une armée qu'on appelle le COMOG. Le COMOG est chargé d'aller directement dans ces pays pour essayer de soumettre ces présidents qui restent un peu récalcitrants. Donc, ils l'ont fait au Libéria, ils l'ont fait en Sierra Leone, et à chaque fois, ils le font souvent avec les militaires du Nigeria. Malheureusement, le Nigeria est censé être un grand État africain, solide. Adjessou en a parlé tout à l'heure avec le système de Biafra de 73-74. Mais les Américains arrivent avec les Anglais à passer par le Nigeria. Le Nigeria fournit des hommes, nos frères, nos enfants, pour aller mourir de façon gratuite au combat pour rien, parce qu'ils défendent aucun intérêt. Ils sont juste là pour défendre les intérêts des Américains et des Français. Donc, en gros, ce qui se passe au Mali aujourd'hui, c'est vraiment un problème de souveraineté, problème d'État et un problème de liberté. C'est-à-dire que la CEDEAO aujourd'hui veut faire en sorte que le Mali revienne dans l'ordre. En 2000, 2005 et 2010, la Côte d'Ivoire a subi la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont fait le même système d'embargo quand les élections ont sorti dans les urnes Laurent Gbagbo comme gagnant des élections en 2000. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Embargo, Union européenne, l'ONU, tout le monde s'est mis ensemble pour ne pas qu'il y ait à la fois les médicaments étaient coupés, les banques ont cessé du jour au lendemain de fonctionner, tout le monde est revenu aux États-Unis ou en Amérique, et en fait, ils ont vraiment mis le pays à genoux. Et comme ça ne marchait pas, parce que ce qu'on oublie, c'est que la tête réfléchit, donc l'intelligence. Donc comme ça ne marchait pas, ils sont venus bombarder en pleine journée. C'est-à-dire qu'en pleine journée, on a vu pour la première fois les hélicoptères français bombarder en pleine journée la résidence d'un président. C'est ce à quoi on a assisté. Donc au Mali, c'est ce qui risque d'arriver. Mais il se trouve que les Maliens ont eu on va dire, l'intelligence de faire des accords avec plusieurs partenaires pour pouvoir se maintenir un peu. Les partenaires dont je parle, il y a d'un côté la Russie, même si je pense que même si vous avez un partenaire, il vous appartient à vous de faire en sorte d'avoir une armée interne très forte. Vous savez que le partenaire, il n'est là que pour l'action du partenariat. Parce que je le dis pourquoi? Parce qu'en 1885, quand il a fallu dépecer l'Afrique, sur la table des négociations, il y avait la Russie. La Russie était assise avec son roi. Ils étaient là pour partager l'Afrique. Quand la Libye a été secouée et Kadhafi a été dézingué, Nicolas Sarkozy est parti d'abord en Russie, négocier avec les Russes pour ne pas que les Russes interviennent. Et Kadhafi a été complètement, on va dire, il a été tué.
la Oui, non, population. juste une précision, Thibault, par rapport à ce qui s'est passé donc, pour Kadhafi, la Chine et la Russie ont exprimé d'abord leur désapprobation et puis surtout, ils ont dit la présentation des on va dire, des participants à cette tuerie-là, donc à l'ONU, n'ont pas présenté justement à ces deux grandes superpuissances les raisons réelles de leur action en Libye. Hein. Alors après, on pourra en discuter, mais au départ, on avait l'impression que la Russie et la Chine découvraient justement cette façon d'éliminer un panafricaniste qui était Kadhafi. Oui, tu as bien fait de dire ça, mais ce que je voulais dire... Je veux dire par là que la Russie des tsars n'est pas la Russie de Poutine, hein, on est bien d'accord. Hein. Oui, sauf qu'il y a une continuité. L'État, c'est une continuité, et l'État, ce sont d'abord les intérêts. C'est-à-dire que, bon, après, il peut y avoir l'élément d'une personnalité qui arrive, mais il y a une continuité historique, et les actes historiques qui ont été posés pour l'Afrique existent encore aujourd'hui. C'est-à-dire que les frontières sont arbitrairement dessinées, les coups d'État qu'on fait, c'est dans la charte de l'impérialisme, c'est-à-dire que c'est eux qui décident de savoir si un président est légitime ou pas légitime. Ça, c'est l'article 25 de la charte de l'impérialisme. Donc, les conséquences sont encore là. C'est eux qui décident si un président élu doit venir mettre son argent ici en Amérique ou machin. Ça y est, les conséquences sont encore là. Et puis, la Chine et les Russes, mais ils jouent, on va dire, ils jouent stratégie. C'est-à-dire que eux, ce qui les importe, c'est de prendre à leur tour aussi quelques richesses. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est-à-dire que même s'il y a des partenariats qui sont faits de façon occasionnelle, il appartient aux pays africains d'en profiter pour pouvoir se sécuriser au maximum. C'est-à-dire que le partenaire, c'est quoi? C'est 30% de la sécurité et les 70% doivent être garantis par les pays eux-mêmes parce que l'histoire nous dit, et l'histoire récente, elle n'est pas très loin, nous dit que pour la Côte d'Ivoire, eh bien, Sarkozy était parti aussi voir Lavrov pour que on laisse les hélicoptères passer, bombarder tranquillement sans que les Russes ne disent rien. Et ils ont fermé les yeux et tout. Entre-temps, Gbagbo était parti de l'autre côté, mais bon, peut-être qu'il n'a pas donné grand-chose. Il n'a pas été écouté. Donc, je veux dire quoi par là? Il appartient aux Africains de faire en sorte de voir leur partenariat, disons, avec des vrais échanges et des vraies garanties. C'est-à-dire que le partenaire russe ou algérien pour le Mali, aujourd'hui, c'est l'Algérie. Moi, je n'ai pas confiance en Algérie. Pourquoi? Je le dis. Pourquoi je le dis? Les Algériens, aujourd'hui, leur propre population noire, algérienne, nationalité algérienne, ont été refoulés dans le Sahara. Je ne dis pas les Nigériens, les immigrés, non. Leur propre population noire refoulée dans le Sahara. Donc, c'est vrai que la guerre de libération de l'Algérie, nous avons tous participé à cette guerre, et Fanon en est le flambeau, l'exemple en soi. Mais ce sont des pays à qui on ne peut pas réellement avoir confiance. Pourquoi? Parce que l'histoire nous a montré qu'à chaque fois, ils nous plantaient dans le dos. Ils nous plantaient dans le dos. Même un exemple récent, là, il y a eu des nouvelles négociations avec les intermédiaires algériens. Ils demandent au gouvernement de transition malien de revoir leur transition de 5 ans, de ramener à 12 mois. Comment quelqu'un qui est censé te soutenir peut te dire de revenir une décision qui a été prise à l'issue des assises nationales? C'est-à-dire que ceci, comme c'était un référendum, la nation, la population a décidé de reconduire la transition pour 5 ans. Donc si toi tu soutiens quelqu'un, tu t'alignes sur la décision de la population. Mais tu ne viens pas dire faut revenir à 1 an. C'est ce qui a dit, enfin, la CEDEAO veut un truc en 5 mois. Donc bon, moi je pense qu'il faut avoir des partenaires, mais mieux que des partenaires, il faut que les Maliens eux-mêmes aillent interroger profondément leur force, leur intelligence. Parce qu'ils ont tout ça en eux. Qu'ils le fassent et qu'ils avancent sans trop mettre
toute leur sécurité dans la main des Russes. Même si aujourd'hui les Russes ont permis à Cuba d'être debout, si les Russes ont permis au Venezuela d'être debout, n'empêche qu'il y a souvent des failles dans la sécurité russe. Donc, j'attire l'attention à nos frères du Mali pour leur dire que la sécurité, c'est d'abord eux. Et puis, pour revenir à la déclaration que j'ai faite en tant qu'Africain du monde, c'est de dire qu'ils ont des Africains partout dans le monde qui sont prêts à leur apporter leur expertise. Expertise au niveau d'organisation, expertise au niveau militaire et expertise au niveau stratégique. Et puis aussi des fonds. Les Africains à travers le monde sont prêts à mettre des fonds et sont prêts à descendre sur le Mali pour faire en sorte que le Mali tienne debout. Parce que si le Mali tient, c'est-à-dire que toute la zone va tenir. C'est-à-dire que la Guinée, on ne sait pas trop ce qui se passe là-bas, mais n'empêche qu'ils seront obligés de se mettre droit. C'est-à-dire qu'on a toujours, prenons un exemple historique pour mieux comprendre. Quand on voit par exemple Haïti, comment Haïti gagne la guerre? Haïti gagne la guerre avec ses officiers français qui étaient dans l'armée française. Toussaint d'Ouverture, Dessalines, tout ça, c'est les grands officiers français. Mais ça ne les a pas empêchés à un moment de dire, mais non, on ne peut pas continuer à écraser nos populations. Je veux dire quoi par là? Je veux dire que les Maliens ont une chance. Ils ont des Africains à travers le monde qui sont prêts à venir les secourir pour que l'État reste debout, parce qu'on a compris le système. Donc, on ne peut pas continuer comme ça dans le vide. Okay. Il faut maintenant qu'on s'adosse à quelque chose. Je voulais faire rebondir Aton sur ça, sur la situation du Mali. Qu'est-ce qu'il en pensait et un petit peu rebondir sur ce qu'il a entendu. Il n'y a pas grand-chose à dire, hein. C'est ce qu'il dit, c'est très très bien. C'est vrai que le Mali doit tenir, et puis toute la région du Niger aussi doit tenir, hein. Donc que ce soit Niamey, le Bamako, on doit être tous solidaires avec nos frères du Mali, hein. C'est parce que c'est la base, et j'espère que ça fera contagion dans toute la région. Parce que sur la CEDEAO, c'est quoi? C'est 15 pays de la communauté, c'est ça? Oui, c'est ça. Pays d'Afrique de l'Ouest. Bon, ça, on n'est pas sur tous ces pays-là. Je pense que, à mon avis, il devrait y avoir, à mon avis, la dislocation de cette communauté-là de CEDEAO au final, quoi. Je pense que ça ne devrait plus exister, CEDEAO. Je ne vois pas l'intérêt que ça fait avancer personne. Et ça détruit plus que ça fait avancer. Donc il nous faut vraiment une armée. Je répète, peut-être des armes. Il faut construire des armes à feu. Toi, c'est en priorité pour toi, c'est armes à feu. La défense. La défense, ok. Et l'économie, qu'est-ce que tu en penses? L'argent. L'économie, ça vient après. L'économie, c'est pas une nécessité sur le moment. L'économie, on pourra toujours en venir. Mais avant tout, c'est la défense, la dette. Si une économie sans cerveau, ça veut dire qu'on aura. Dans mon cerveau, ça me rappelle un peu Tulsa, ce qui s'est passé aux États-Unis, où on avait des Noirs qui étaient riches, qui avaient des avions, qui avaient des bus, qui avaient tout ce qu'il faut. Mais en une journée, ils se sont fait ratatiner par les Blancs racistes aux États-Unis, qui les ont quasiment massacrés. Parce qu'ils n'avaient pas d'armée. L'armée, ça reste essentiel, surtout avoir un cerveau bien orienté panafricain, et surtout ensuite, la guerre va se gagner, quoi. Mais comment ils pourraient fournir cette armée? Comment ils peuvent avoir les armes? Comment ils peuvent fournir cette... il faut qu'on construise nos armes à nous. Maintenant, on sait comment se construit d'armes à feu, il nous faut nos ingénieurs, il nous faut des gens qui construisent des armes. On doit se défendre. Mais avant tout, la première défense, c'est pas les armes à feu, je dirais. C'est la deuxième, celle-là. La première défense, c'est dans la tête. Il faut qu'on ait déjà un cerveau orienté Afrique panafricain, kémite, quoi. Il faut qu'on soit conscient. Il faut qu'on soit conscient de nos réalités, que ces gens-là nous veulent du mal. Dès qu'on aura tous compris ça, et ben ensuite, dès que la tête est bien portante, on peut ensuite construire une vraie armée qui serait orientée, et ensuite tout va de pair. L'économie va venir. On est dans l'endroit le plus riche du monde. Tout le monde vit en Afrique. Donc l'argent va venir. L'argent, il est là. C'est les terres, c'est tous les minerais. C'est le cobalt, c'est l'uranium, c'est le pétrole, c'est l'or, c'est tout ce qu'on peut imaginer. C'est chez nous. Tout le monde vient chez nous. Même les terres, ils viennent chez nous. Donc si on a tout,
Il nous faut simplement une conscience et se protéger. Et ensuite, le reste va venir. C'est simple. Et si le Mali peut commencer par ça, si Bamako peut commencer par ça, c'est très bien, mais que ça fasse contagion dans toute la région. Que ça soit le Burkina Faso qui avait bien commencé à une époque, ou le Niger qui doit continuer. Donc ensuite, le Nigeria va prendre à l'intérieur, et le Bénin va toucher. La Côte d'Ivoire sera peut-être la dernière, parce qu'elle est très francolate, et malheureusement, on voit les dégâts que ça fait. Mais dès que les autres auront réussi, dès que personne ne va passer chez nous, bah écoute, on sera aussi fort et puissant. Mais ça, c'est un vœu pieux, quoi. Mais il faut vraiment que tout noir se sente conscient que l'Afrique, c'est la base, c'est le centre. Il n'y a pas d'autre moyen, on ne peut pas réussir sans. Si l'Afrique ne réussit pas, c'est tout le monde meurt. Il faut que ça soit notre défense absolue. On doit le protéger. En parler là, c'est une défense. On doit se défendre contre toute agression extérieure. Et il n'y a pas de demi-mesure. Il faut vraiment être tout le temps dans la défense. La défense, c'est la base. Oui, ben moi, Alors, juste avant qu'on rebondisse sur ce que... Je voulais juste rebondir par contre sur ce qui a été dit. Et j'ai l'impression en fait que c'est un petit peu toujours la même histoire. Il y a toujours ces pays un petit peu derrière qui manient les ficelles, notamment la France, les États-Unis, un peu comme a parlé Thibaut. Quels sont leurs intérêts en fait de toujours être derrière les pays africains? Et dès que un pays africain essaie de s'unir, comme a parlé Thibaut tout à l'heure du Mali et du Sénégal, qui ont essayé de faire leurs affaires entre eux, quels sont à chaque fois les intérêts de ces pays-là, donc France ou États-Unis et autres, à chaque fois de les séparer, de diviser. En gros, c'est quoi en fait? Quels sont leurs intérêts? Parce qu'au bout d'un moment, on peut se dire, mais qu'est-ce qu'on fait leur pays? Ils ont bien le droit de se développer, mais toujours dans l'histoire, ils viennent toujours foutre la zizanie. Pourquoi en fait? Ben, en fait, Alors Thibaut, si vous voulez rebondir après à toi, Shensu, si tu veux. ouais. Ben, en fait, c'est simple. La meilleure façon de récupérer des richesses quelque part, c'est d'avoir une zone qui n'est pas sécurisée. Une zone où les gens se battent. Si les gens se battent, mais toi tu prends et tu pars. Deuxièmement, que ce soit les Américains, les Français ou même les Japonais, les Chinois, ils sont assis sur des richesses africaines. C'est-à-dire que les zones qu'ils habitent ne sont pas leurs zones à eux. Ça ne les appartient pas. C'est de l'usurpation. Ils ne sont pas propriétaires de là où ils sont. Donc, la meilleure façon de conserver là où ils sont, mais c'est d'aller foutre la zizanie à l'extérieur pour ne même pas qu'on s'intéresse à eux. C'est comme ça que leur propre histoire est construite. C'est là que leur propre histoire est construite sur du faux. Donc, la meilleure façon d'aller prendre des richesses, c'est de créer du faux. Tout à l'heure, on a parlé de l'économie. Vraiment, il a vraiment répondu de façon magistrale. Mais je vais juste rapporter quelque chose. C'est que l'économie, c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque, c'est de la communication. Pourquoi? Voilà des États qui ont les vraies richesses, c'est-à-dire de l'or, manganèse, la population, l'agriculture. Et voilà d'autres pays qui n'en ont pas, c'est-à-dire les Européens n'en ont pas, les Américains, ils en ont pris pendant un certain temps, mais ils n'en ont pas non plus. Et c'est eux qui ont les réserves. C'est eux qui fabriquent un papier sur lequel ils mettent de la valeur. Et ceux qui ont la vraie richesse, ils sont dépossédés au profit de ceux qui n'ont rien. Et on fait croire à ceux qui ont la richesse de croire à un papier qui a été émis par quelqu'un qui n'a rien. En réalité, quand on prend l'uranium ou l'or du Mali, qu'est-ce qui se passe? On fait un papier à la Banque de France, on envoie ce papier au Mali pour dire nous on achète l'or du Mali, vous nous donnez notre or, mais le papier il vaut rien. Il vaut rien. Donc c'est de l'arnaque. Donc à un moment, il faut que les Africains arrivent à expliquer de façon basique aux gens, à leur population, aux enfants, de dire sortez de l'arnaque et venez dans le monde réel. Parce que ceux qui n'ont rien, c'est eux qui se disent riches. Alors s'ils sont riches,
pourquoi ils viennent encore avec leur armée en Afrique venir occuper des populations? Pourquoi, par exemple, au Congo, on a le Rwanda qui est juste à côté, qui cède au courroie de passage pour aller prendre des richesses au Congo. Étant donné qu'ils servent de courroie de passage, les Américains garantissent un semblant de sécurité à Kagame pour prendre la richesse du Congo. Entre-temps, on fait quelques petites réalisations de développement. D'ailleurs, le Rwanda, c'est un pays qui bouge et tout, mais non, il ne bouge pas du tout. C'est-à-dire qu'on passe par le Rwanda comme le Panama, on passe par le Panama pour aller en Colombie, pour aller au Brésil, pour ramasser tout ça, en passant par le canal. Donc, le Rwanda, c'est pareil. Donc, c'est des gens qui n'ont rien. Donc, la meilleure façon de prendre ces richesses, c'est de créer du faux. Et le faux qui crée, c'est à tous les niveaux. Dans les universités, dans les institutions, dans les écoles, tout est faux. Et après, on fait de la communication. On fait des médias et on met ça dans la tête des gens et après, on marche. Je vais laisser la parole à... Moi, je vais laisser la parole à Chaîne Soud sur ce que tu viens de dire et sur notamment cette impression à chaque fois que les pays tirent les ficelles et veulent toujours semer la zizanie. À Chaîne Soud, si tu voulais rebondir. Oui, mais alors moi, bon, on ne peut que souscrire à tout ce qui vient d'être dit, d'autant plus que Thibault, donc représentant donc, d'Africains du Monde, comme je l'avais dit donc, à une précédente intervention, et merci encore de m'inviter, mais c'est un perpétuel recommencement, c'est-à-dire que Berlin, donc la conférence de Berlin se joue encore sous nos yeux et qu'on a, comme vient de constater Thibault. Quand tu dis la conférence de Berlin, est-ce que tu peux juste préciser un petit peu pour les personnes qui ne savent pas? Alors, Berlin, donc, c'est la manière dont donc, un certain nombre de... Bon, oui. Ah, il y a quelqu'un qui parle? Non, c'est bon. Ouais, tu peux couper ton micro à ce moment-là, Thibault. Ouais. Alors, brièvement, donc, ils se réunissent donc, à Berlin donc, sous l'égide donc, de Bismarck pour sceller donc l'avenir de l'Afrique et notamment autour des intérêts donc, du roi Léopold de Belgique. Et le roi, donc Léopold de Belgique, en quelque sorte, va mettre en place une sorte de hold-up donc de l'Afrique centrale, tout le Congo, pour en faire son précaré avec un avantage par rapport à tous les autres participants, notamment sous le nez donc, des Britanniques, faire en sorte que toutes les ressources en or, etc., donc de ce bassin du Congo, lui reviennent personnellement. L'Afrique, aujourd'hui, a encore beaucoup de mal à tenir un discours par rapport à la Belgique et parmi les autres pays aujourd'hui donc, qui se revendiquent européens pour pouvoir se construire en tant qu'acteur politique de poids. C'est-à-dire, comme vient de le dire donc, Thibault, on assiste à une vaste mascarade. La dernière mascarade, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'a pas eu lieu, est très récent puisque c'était en mai 2021. Hein. Je vous rappelle qu'une trentaine de dirigeants africains et européens du G7 et du G20 et les institutions internationales ont été mobilisés à Paris le 18 mai. Pourquoi faire? Pourquoi dire? Est-ce qu'on n'est pas encore en train d'assister à une sorte de contractualisation des intérêts? Donc, il faut voir aussi que précédemment, il y en a plein, ce genre de manière donc, de se réunir autour donc, d'une carte africaine et de savoir comment est-ce que le partage peut être fait. L'un des derniers en date, ça a été initié par Sarkozy. Je vous signale que l'Union pour la Méditerranée regroupe 43 pays, regroupant tous les pays du Maghreb et de l'Europe, pour créer l'Union pour la Méditerranée, qui a pour objectif, c'est ça qui est intéressant, et donc 43 pays, donc l'Albanie, l'Algérie, l'Allemagne, l'Autriche, j'ai ça sous les yeux, la Slovénie, aucun pays africain, la Tunisie et la Turquie. Aucun pays d'Afrique noire, tu veux dire? Oui, voilà. La Turquie qui effectivement n'arrête pas disons, alors c'est ça qui est un petit peu désespérant, elle joue aussi double jeu. Si vous ne me faites pas rentrer dans l'Union européenne,
je n'irai pas donc dans le sens donc des Européens, etc., parce qu'elle sait la position qu'elle occupe au niveau donc géostratégique. Hein. Donc la Turquie, sur ce plan-là, il faut s'en méfier, comme l'a dit Thibault, par rapport aux autres pays comme l'Algérie, etc. Donc tous ces 27 pays de l'Union européenne, plus les 15 pays de la Méditerranée, ont pour vocation, et ça, c'est de créer hein, par cet espace-là des intérêts communs avec des buts de promouvoir la stabilité et l'intégration à travers la région méditerranéenne. Alors, on est en train de regarder tout ça sans s'interroger quels sont réellement le but avoué. Thibault l'a dit, on ne peut qu'aujourd'hui se morfondre. C'est comme si l'Afrique n'appartenait plus aux Africains. En dehors donc, de l'Union pour la Méditerranée, je vous signale, comme l'a dit aussi Thibault, quelque chose d'assez abominable. C'est ce qui se passe en Sahara occidental. Le Sahara occidental, qui appartient plus ou moins entre le Maroc, les autres pays riverains. Il y a aussi la Mauritanie, il y a aussi ce qui se passe à la Mauritanie. Ces pays-là se disent tous appartenir à ce qu'on pourrait appeler l'Union du Maghreb arabe. Prenez une carte. Quels sont les pays qui constituent cette union du Maghreb arabe hein? C'est le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Tunisie, l'Égypte, d'accord, la Libye, et derrière il y a encore les pays européens. Donc, où je veux en venir, là où je veux en venir, c'est que l'Afrique noire, si entre guillemets, est complètement encerclée parce qu'on parle à sa place. On parle à sa place et on scelle son sort au moyen de contrats. Au moyen de contrats qui va engager son avenir. C'est-à-dire que les pays africains qui ont des intérêts essentiels pour la population et pour son développement ont fait un peu dans la tradition donc, de Berlin, de faire comme si elle existait, qu'elle avait son mot à dire, mais fini, nos acteurs arabes qui se mettent de l'or, ils sous couvert d'être sur le territoire africain, jouent double pour l'Europe, notamment l'Algérie, comme vient de le dire Thibault, le Maroc, notamment, d'accord, et maintenant la Mauritanie. Donc tout ce bouclier qui a été installé par les Européens, au moyen de contrats d'intérêts communs entre eux, se joue contre l'Afrique et sans l'Afrique. Ok, toi, qu'est-ce que tu en penses à chaque fois de. Moi, je suis contradictoire, moi, même ces pays arabes, déjà, il y en Arabie Saoudite, on va être clair, pour moi, ce ne sont pas des Africains, ce sont des traîtres à l'Afrique. Ah ouais, t'es aussi. T'es aussi. Ouais, moi, tout qui vient pas spirituellement d'Afrique est une traîtrise d'Afrique. Pour moi, je vois pas le monde musulman comme africain. Quoi. Enfin, faut être totalement fou pour les voir comme africains. Je dirais même plus, autre que des gens avec le Kadhafi, pour le reste, on ne se voit pas du tout avec le reste d'Afrique. C'est de la colonisation spirituelle qu'il nous faut. Et on voit bien on voit bien en Mauritanie, hein, c'est juste un pays, si on peut le citer, celui-ci qui est à 90% noir et dominé par 10% de blancs. Et aujourd'hui, les 10% de blancs, c'est le seul pays encore en Afrique qui autorise encore l'esclavage. C'est-à-dire que les noirs, là-bas, sont encore des esclaves des blancs. Et c'est inadmissible. C'est inadmissible. On peut le voir partout. On peut être très sympa avec ces gens-là, il n'y a pas de souci. Mais il faut comprendre qu'ils sont des traîtres pour nous, quoi. Ce ne sont pas des gens. Ils sont pas faits pour. Sans armes, il faut qu'on se défende contre ces gens-là et contre tous les agresseurs qui puissent être à l'extérieur de l'Afrique. Après, bon, toutes ces religions pour moi, sont pas faites pour être africaines. Elles sont là parce qu'elles ont imposé une dictate, que ce soit en Mauritanie, au Mali, au Niger, au Tchad, au Soudan. On a vu ce que ça a donné au Soudan d'ailleurs, avec les guerres atroces qu'il y a eu, juste religieuses, et où est-ce que ça donne encore aujourd'hui. Mais la Mauritanie, ça reste vraiment une catastrophe naturelle. Voilà, c'est juste une catastrophe. On a des Noirs qui sont encore sur les esclavages. Mais bon, c'était pas le sujet. Le sujet, c'était plus pour voir comment
Je viens à la question. En fait, comment ça se fait qu'il y a toujours des pays qui sont derrière, qui tirent un peu les ficelles, en gros? Pourquoi, en fait? Ouais. Quel est son intérêt? En France, il n'y a rien. En Europe, il n'y a rien. Donc, de piller le reste du monde et de le mettre à genoux. Et je veux parler de tous les Occidentaux, ils sont obligés de piller pour maintenir un train de vie qui est juste dramatique pour le monde aujourd'hui. On voit bien que les pollutions du monde, elles viennent pas des Africains, elles viennent principalement de l'Occident et de sa folie meurtrière depuis 160 ans. Donc, c'est toute la planète qui en subit et en fin de compte, ces gens-là sont obligés de piller, sont obligés de... comme ils l'ont fait chez eux d'ailleurs historiquement. Chez nous, en Europe, c'était guerre et torture. Hein. Je ne veux pas parler des guerres françaises et anglaises qui ont duré pendant des siècles. Enfin, dans l'Allemagne et la France, les guerres, les deux guerres. Les deux guerres qui ont eu lieu en Europe. Enfin bref, c'est des gens barbares à la base. Ce sont des barbares qui doivent pour se nourrir, doivent faire de la même barbarie. Ils doivent faire de la barbarie sur le reste du monde. On doit se défendre contre ces gens-là et il faut qu'on y prenne conscience le plus tôt possible. Aujourd'hui, c'est lamentable de voir ces accords encore, comme disait Shepsut, des accords encore qui sont encore mis sur table pour nous piller et pour surtout nous aliéner le maximum possible. Il faut qu'on prenne conscience, quoi. Et qu'aujourd'hui, c'est la guerre. Ces gens-là ne nous voulent pas du bien, que ce soit les pays arabes, que ce soit les occidentaux. Ils ne veulent pas du bien pour l'Afrique. Quand tu parles de guerre, tu penses que ça serait la guerre, ça serait la solution ou c'est l'état dans lequel on doit être. On doit être en état de guerre. À ce point-là, pour compléter un peu. En face des agresseurs qui nous tuent, qui nous spolient, qui veulent nous piller, qu'est-ce qu'on fait? On se laisse faire. Si. Pour compléter un peu Aton, c'est que il y a quelque chose de particulier en Afrique, surtout. C'est-à-dire que les pays qui se disent du Maghreb ou qui se disent arabes ont des accords avec la France, l'Angleterre et les États-Unis, par exemple, pour servir d'intermédiaire, pouvoir mieux piller les pays africains. C'est-à-dire que les pays africains, je reviens encore dans le cas de l'Algérie, par exemple, les différents présidents algériens viennent se faire soigner en France. Donc, si le sommet de l'État vient se faire soigner en France, quelle est la confiance qui pose l'acte pour que tu viennes te faire soigner dans un pays dans lequel tu étais censé être on va dire, censé te libérer, puisque la libération de l'Algérie, la guerre de l'Algérie, a permis à l'Algérie d'être indépendante. Et aujourd'hui, ce sont ces présidents qui viennent se faire soigner ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des accords qui servent de soupape pour mieux affoncer les pays africains. Donc, je prends encore le cas de la Mauritanie. La Mauritanie s'est retirée de la CEDEAO. Bon, ils ont bien fait. Mais la Mauritanie, c'est le pays par lequel on passe pour prendre pratiquement tous les poissons qui se trouvent dans la mer, dans l'océan Atlantique. On passe par la Mauritanie. Tous les grands chalutiers européens passent par la Mauritanie, avec des pseudo-accords de pêche, mais qui ne sont pas des accords en réalité. Et au lieu de prendre ces poissons en Mauritanie, non, on ne les prend pas en Mauritanie, on les prend au Sénégal. Vous voyez, on passe par ces soi-disant arabes pour pouvoir mieux maintenir les Africains dans le système. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, comme le dit Aton,
La guerre est déjà là. Il ne faut pas se voiler la face. La guerre est là. On est en guerre depuis longtemps, mais la guerre est là, elle est au quotidien. Donc, les Africains, par exemple, dans le cas de la Mauritanie, devraient fermer leurs accords et leurs frontières à la Mauritanie. Pourquoi? Voilà un pays, sous le continent africain, on est en 2022, qui mettent des Noirs en état d'esclavage. Et ils sont minoritaires. Et aucun pays africain ne réagit. Eh bien, nous allons réagir. Nous allons dire que ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Et regardez quelque chose de cocasse. Pour revenir à la Mauritanie, pour revenir au Mali. L'un des appuis du Mali, c'est la Mauritanie. La Mauritanie qui dit nous, on ouvre nos frontières, on ne ferme pas nos frontières avec le Mali. Mauritanie, Algérie. Alors qu'on sait pertinemment la situation du noir en Mauritanie, c'est inimaginable. C'est-à-dire que c'est impensable. On raconte ça à quelqu'un qui me dit bon, arrêtez, vous fantasmez, ça n'existe pas. Non, mais c'est une réalité. En Algérie, c'est aussi une réalité. Donc comment leur propre population, je ne dis pas les étrangers, leur propre population, les mettent en joue pour remonter un peu là-dessus en parlant de tout ça, comme le disait Aton tout à l'heure. C'est-à-dire que des personnes qui ont été capables de bombarder leur propre population, on ne dit pas une population extérieure qui est riche et on va chercher leur richesse, non. Votre propre population, vous la bombardez sur le prétexte qu'ils sont riches, ils sont bien organisés et que ça peut donner un mauvais exemple aux autres Noirs qui sont dans les autres États. Alors, si un État comme ça a pu bombarder sa propre population, mais quel accord voulez-vous avoir avec cette population? En temps normal, moi je pense que les pays africains, et là je reviens à la Mauritanie et au Mali, doivent tourner le dos à l'Europe et à la France. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être des exemples. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se baser sur un élément pour dire on va peut-être travailler avec eux. C'est pas possible. Il n'y a rien qui nous dit qu'on peut le faire parce que sur leur propre population noire de chez eux, ils ont éradiqué. Et donc je reviens encore aux États-Unis. Quand les gens disent par exemple, mais oui, aux États-Unis, les premiers habitants, c'était les Indiens qu'on a rasés, mais c'est faux, c'est de la communication. Le razzia qui a été fait aux États-Unis, c'est sur les Noirs américains, les Noirs qui étaient aux États-Unis, les premiers habitants, les Olmecs, les Toulés, les Mochikas. Mais c'est eux qu'on a rasés, mais c'est les Noirs qu'on a rasés. Et après, on a fait de la communication sur un système des Indiens. Donc, comment des gens qui vous ont rasé de l'autre côté peuvent venir vous secourir là où vous êtes? À un moment, il faut qu'on fasse différemment les choses. Pour revenir aux Arabes, moi, je pense sincèrement qu'on n'a rien à faire avec. Tu partages l'avis de Aton qui veut un peu une scission un peu avec eux. C'est même pas une question de scission, c'est une question de réalité. Tu ne peux pas marcher, coopérer avec quelqu'un qui t'a tout pris, qui te méprise et qui est assis sur tes richesses. Quand je dis richesse, je vais donner deux exemples. Le Maroc et l'Arabie Saoudite. Au Maroc, Kanga Moussa, empereur du Mali, va au Mali et il met au trésor du Maroc le triple de l'équivalent du trésor national pour pouvoir garantir la vie de quelques Maliens qui vivaient au Maroc. Cet argent, il est encore au Maroc. Il va falloir le retirer puisque cet argent, il était en or. L'or, il est toujours bon. En Arabie Saoudite, le même Kanga Moussa, qu'est-ce qu'il fait? Il part à la Mecque et il rachète pratiquement tout le pays. Et pour ne pas qu'il y ait des histoires fictives, il prend des Maliens pour administrer tout l'Aqaba. C'est là que non seulement il paye, mais il fait venir des gens pour faire l'administration.
Ça veut dire quoi en réalité? C'est-à-dire qu'en réalité, aujourd'hui, tout le pèlerinage qu'il y a eu à la Mecque, il y a une redevance qui devait aller directement à l'État du Mali, parce que c'est leur propriété qui a été achetée. Donc voilà les gens qui sont assis sur vos richesses, qui vous méprisent. Mais que voulez-vous qu'on fasse? On ne peut rien faire avec eux. Il faut déjà, qu'on récupère notre territoire, qu'on récupère nos richesses, qu'on s'organise, et après, on pourra leur vendre ce qu'on peut vendre, parce qu'on n'est pas obligé de leur vendre quoi que ce soit. Parce que j'estime que, en termes de vente, c'est pas possible. Alors, là, t'as un Mais petit. je vais juste passer la parole à quelqu'un parce que il mon téléphone. Ouais, j'allais conclure le podcast. De toute façon, on arrive déjà plus d'une heure sur sur un petit peu sur votre vision de 2022 et même l'avenir. Quelles seraient pour vous euh, les priorités pour le monde panafricain, pour l'élévation du monde panafricain pour les temps à venir? Oui, alors moi je voudrais ajouter, donc Pour pour conclure. conclure, pour 2022, je vais juste faire un petit pas sur le côté en citant donc Étienne de la Boétie, qui était un ami donc de Montaigne, sur un ouvrage qu'il a créé, qu'il a écrit, qui s'appelle Discours de la servitude volontaire. Je vous invite tous à relire cet ouvrage-là. C'est-à-dire comment, en apparence, nous pensons être tous libres, mais nous acceptons d'être asservis sous le joug d'un tyran, volontairement. J'avais commencé tout à l'heure donc en vous disant qu'effectivement, les peuples me semblaient ne plus exister, ils étaient complètement atones par rapport à ce qui leur arrivait, et ça c'est en France. Thibault a cité longuement l'attitude donc des Africains complètement impuissants depuis des années et des années. Le fondement de cet ouvrage-là, il y a quand même quelque chose, hein, donc je vais aller vite parce que il a cité la Mauritanie, il a cité l'esclavage, et c'est quelque chose qui est constant chez les peuples africains, qui sont marqués, on va dire, hein, à la fois dans leur corps, hein, au fer rouge, dans leurs âmes, dans leurs rêves, dans leur rapport avec l'autre. Et si on prend la théorie qu'a fondée de la Boétie, et je vous invite fortement à le lire, si on prend l'idée que l'on accepte d'être servile, c'est qu'on a malgré tout, même si l'on a l'apparence de la liberté, c'est qu'on a connu la liberté, mais qu'on est dégoûté par la liberté. Et si on est dégoûté par la liberté, en Mauritanie, ils font tout pour que les hommes qui connaissaient la liberté soient tétanisés au point qu'ils veulent chercher réconfort dans les bras de leurs tyrans. C'est-à-dire que les Mauritaniens vont mettre au monde des esclaves qui n'auront connu qu'une seule chose, la peur du maître. Et ils ont créé une race d'humains qui aujourd'hui est complètement servile. Si lorsque l'on est libre, moi qui suis en France, personne ne vient me mettre un fusil sous la tempe, et malgré tout j'accepte cette tyrannie, imagine en Mauritanie où ils sont sur un territoire où on leur apprend, ils sont libres, à se taire. Donc, ils renoncent volontairement à la liberté, car ils ne vont jamais connaître la liberté. Et ils n'auront aucun regret à être dans les bras de leur tyran. Je vous invite encore une fois à lire cet ouvrage, à savoir comment en Occident, on nous endort à la fois par des jeux de loto, du football, du tiercé, des drogues. Comme on est tellement goinfré par une pseudo-liberté, on se nourrit à cette cuillère artificielle, on accepte la tyrannie. Merci. A-t-on mot de la fin. Moi, je sais pas si on voit mon mot de la fin là. Vérité et mensonge de Jean-Philippe Aumoutouvé. Voilà, j'ai toujours un livre à proposer pour tous les gens qui veulent en savoir plus, en tout cas sur ce qui s'est passé avant et ce qui se passera un petit peu après. C'est Vérité et mensonge de Jean-Philippe Omotunde. C'est vrai qu'il parle de la traite négrière européenne parce que c'est elle qui
qui déclenchent ce qu'on appelle le racisme. Dans racisme, on entend le mot race. Et c'est eux qui déclenchent aussi les pires problèmes que va subir l'Afrique en descendance. Donc voilà, moi j'adore cet auteur et je le recommande. Hein, c'est Vérité et mensonge de Philippe Autuné, c'est l'actualité récente d'Urban contre le racisme et la montée en puissance des revendications pour les réparations, puisque un jour ou l'autre, il faudrait qu'on parle de réparation. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui l'oublient. Ouais, malheureusement, on pense qu'on est libre, mais on n'est pas libre entièrement. Et tout ce livre nous dit qu'en fin de compte, la liberté qu'on a, c'est rien du tout. Donc tout peut nous rappeler ce crime contre l'humanité qu'elle nous avait déclaré Taubira. Ça reste encore d'actualité, quoi. C'est un crime et aujourd'hui, l'Afrique doit s'en remettre à ça, puisque c'est des vérités et des mensonges dans lesquels on vit. J'insiste beaucoup sur cet ouvrage de fin que je voulais mettre en conclusion. Voilà. Très bien. Et Thibaut, pour la conclusion aussi, mot de la fin pour 2022 et l'avenir. Oui, pour 2022 et l'avenir, je vais dire que en fait 2022 effectivement a bien commencé parce que on a la Barbade qui est sortie du Commonwealth et qui s'est affirmée. Et là, c'est très important. Et je pense que les autres pays de l'Amérique et des îles de l'Amérique vont emboîter le pas et faire pareil pour pouvoir payer un État avec toutes les archipels qu'ils ont. On a la Nouvelle-Calédonie qui malheureusement encore, le calvaire a été encore prorogé par rapport au référendum sur l'autodétermination et sur l'indépendance. On a une bonne nouvelle, c'est qu'on a en Guadeloupe et en Martinique, on a des femmes et des hommes qui sont debout et qui ont montré les contradictions de la France, les contradictions d'un État qui vient pour mettre en joue une population qui ne veut pas être empoisonnée encore de nous. Et là, c'est une très très bonne nouvelle, même si on a vu Elie Domota enchaîner. Vous savez, dans chaque combat, il y a les chaînes vont avec les combats. Et les chaînes aussi, c'est la liberté des combats. Donc je pense qu'on a une bonne nouvelle qui vient de là-bas et je pense qu'on doit aller jusqu'au bout pour faire en sorte que les États se créent de l'autre côté. Parce que tu ne peux pas être, comme vient de le dire Dessous, être toujours avec ton bourreau et créer quelque chose avec ton bourreau, c'est pas possible. Il faut couper. Il faut couper. Et on a Centrafrique et le Mali qui sont en train de nous montrer autre chose. Donc, on doit accompagner tout ça pour 2022. 2022, c'est vraiment l'année de l'affirmation. C'est l'année où on sort tout ce qui était mensonge pour pouvoir sortir les vraies réalités, les vraies choses. C'est-à-dire qu'on s'autonomise et on s'oriente en fonction de ses intérêts. C'est-à-dire qu'on ne travaille plus dans l'intérêt de quelqu'un, du bourreau. On travaille dans nos intérêts. Et c'est vers ça qu'on doit tendre. Donc je pense que 2022 nous réserve que des bonnes choses, parce que le combat, c'est tous les jours. C'est tous les jours, mais à un moment, on a aussi des répits, c'est-à-dire qu'on a des moments on va dire, de pause. Et la pause, c'est la victoire qui donne cette pause. Donc j'en profite aussi pour parler de quelques-uns de mes livres. Donc tout ce que j'ai dit, on peut les retrouver par exemple dans celui-ci. C'est l'universalité africaine face à l'ingratitude du monde européen et ses mythes, dans lequel j'essaie de déconstruire un peu toute cette communication sur l'économie, sur la sécurité, sur comment on doit toujours travailler avec son bourreau, sur comment les Africains ont réussi à enchaîner certains peuples. Là, je parle ici par exemple du Japon. C'est-à-dire que malgré toute leur réussite et tout, ils ont été enchaînés par la culture africaine au sens propre même. C'est-à-dire que tous les noms japonais que vous avez aujourd'hui, en fait, c'est encore des noms africains avec la même signification. C'est fort. C'est-à-dire que l'Afrique, elle est forte. Et d'ailleurs, même sur ta page de couverture, il y a une carte. Oui. Et si tu pouvais décrire un peu cette carte pour ceux qui ne voient pas l'image. Oui, on voit l'Afrique au centre. Ouais.
Oui, on voit l'Afrique au centre, tout simplement parce que en fait, c'est le premier continent, c'est la première plaque terrestre, hein, et c'est de cette plaque terrestre que les autres plaques se, se détachent pour aller construire d'autres territoires. Et donc, en termes de représentation, l'Afrique, elle est très grande par rapport à tous les autres continents qui sont à côté. Donc, c'est vraiment le centre, un peu, le centre du monde, hein, de l'humain. C'est ce que j'ai voulu, c'est ce que j'ai voulu montrer. Et le vert, c'est quoi? C'est la vie, hein. C'est toute cette faune, toute cette forêt que l'Afrique nous donne. Et puis l'orange, c'est le soleil qui donne la vie. S'il n'y a pas de soleil, c'est compliqué. La résistance. On vit au Covid, le soleil nous a montré que quand qu'on a du soleil en soi, mais on résiste encore plus et qu'on arrive avec des résistances naturelles à lutter contre cette histoire de Covid qui existait depuis des années, hein, mais qu'on a dévié pour rendre ça très dangereux et qui fait que nos défenses naturelles n'arrivent plus à faire face. Donc, il y a un deuxième ouvrage, c'est celui-là, c'est le pouvoir divin de la femme noire africaine sur les 5 continents, dans lequel je démontre que l'Afrique a été forte parce qu'elle était assise sur la femme. Et tant que la femme n'a pas retrouvé sa place en Afrique, l'Afrique aura toujours des difficultés. Donc il faut faire en sorte que la femme retrouve sa place. Parce qu'on ne peut pas aller au combat à moitié. On va au combat avec toute sa population. Et toutes les meilleurs stratèges, et les meilleurs stratèges depuis des millénaires, qui ont prouvé cette résistance, qui ont prouvé cette construction de l'Afrique, mais c'est les femmes africaines. Donc on ne peut pas faire fi. On doit faire avec. Donc c'est ce bouquin-là. Bah, merci beaucoup. Ce que je peux dire, c'est que, en tout cas, nous sommes en ordre de marche. Et ici, je réitère encore ce que j'ai lancé pour le Mali, que nous sommes prêts à descendre au Mali pour apporter notre savoir, nos contributions à l'État malien, pour que l'État malien reste tout. Si on veut te contacter, parce que je sais qu'il y a eu un commentaire qu'une personne qui voulait te contacter, comment on fait pour te contacter directement si vous voulez avoir plus d'informations? Mais ils peuvent m'appeler directement, hein, au 06. Ou plutôt un adresse mail, plutôt, ça serait plutôt ça. Oui, adresse mail africaindumonde@gmail.com. Ok, parfait. En tous les cas, pour tes livres, je les mettrai en lien toujours sous la vidéo.